Les années 2000 inaugurent une nouvelle ère dans l'industrie hollywoodienne. Un événement bouleverse l'Amérique et le monde entier, les attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis, première puissance mondiale, se trouvent attaqués sur leur propre sol à New York. Qui plus est, les deux tours du World Trade Center symbolisaient un des poumons économiques de la nation. Les États-Unis se lancent dans la guerre en Irak en 2003, et la population profondément traumatisée recherche une figure de sauveur à laquelle se raccrocher. Les studios hollywoodiens s'attellent à la tâche en produisant de nombreux films de super-héros à succès. Spider-Man en 2002, X-Men 2 en 2003, Batman Begins en 2005, Iron Man en 2008 ou encore Watchmen en 2009. Les espions reviennent eux aussi sur le devant de la scène avec La mémoire dans la peau en 2002, Casino Royale et Mission Impossible 3 en 2006. De même, plusieurs grandes sagas s'imposent au box-office. On peut citer Harry Potter à partir de 2001, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou encore Pirates des Caraïbes en 2003. Le numérique se développe avec une croissance exponentielle et révolutionne le monde des effets spéciaux. De même, les supports physiques se multiplient avec l'expansion du DVD et l'arrivée du Blu-ray en 2006. Les progrès d'Internet s'accélèrent et modifient les conditions de visionnage des films. À la fin de la décennie, la sortie d'Avatar marque définitivement un tournant vers le développement de la technologie 3D. Ailleurs dans le monde, le cinéma sud-coréen connaît une nouvelle vague notable de cinéastes. Bong Joon-ho et son Memories of Murder en 2003, Park Chan-wook avec Oldboy en 2003 aussi, Kim Ji-woon et A Bittersweet Life en 2005, des thrillers violents qui s'imposent sur la scène internationale. Je vous propose de parcourir avec moi la décennie 2000-2009 autour de 10 films à découvrir ou à redécouvrir. Un film par an pour saisir l'esprit d'une époque. Générique. L'année 2000 voit le succès au box-office de Mission Impossible 2, Gladiator et Seul au monde. Avec plus de 460 millions de dollars de recettes dans le monde, Gladiator relance le genre disparu du péplum sur grand écran. En troisième position, Seul au monde réussit à devenir un grand succès, alors que l'essentiel du long métrage met en scène un Tom Hanks profondément isolé de toute civilisation. Toutefois, un film bouleverse le Festival de Cannes lors de sa projection. Il s'agit d'un film hongkongais avec deux personnages. Son interprète principal remporte le prix d'interprétation masculine. In the Mood for Love de Wong Kar-wai représente un temps fort de cette année. Hong Kong, 1962. Un homme marié s'éprend de sa voisine. Malgré les sentiments qu'elle lui voue, cette dernière inaccessible le repousse. Un mélodrame en lieu clos filmé comme une tragédie. Magnifié par de longs ralentis, chaque geste anodin prend une dimension symbolique. Accompagné par de la musique classique ainsi que par la voix de Nat King Cole, le réalisateur insiste comme nul autre sur des détails esthétisés à outrance. La démarche physique de ses personnages, les échanges de regards, la manière de tenir une cigarette entre les doigts. Les plus belles histoires d'amour sont celles qui ne peuvent s'accomplir. In the Mood for Love décrit la naissance d'une rencontre manquée. Dans les rôles-titres, Tony Leung et Maggie Cheung brillent par leur nom dit. Poussé à son paroxysme, le fétichisme du cinéaste peut être interprété comme une tentative pour les deux protagonistes d'entrevoir partiellement une relation sans la faire aboutir. À l'image d'un nuage de fumée tourné au ralenti, la naissance du sentiment s'évapore dans un grand vide. En 2001, un jeune sorcier nommé Harry Potter débarque par la grande porte sur grand écran. Avec près d'1 milliard de dollars de recettes, Harry Potter à l'école des sorciers devient le plus gros succès de l'année à travers le monde. En seconde position, une autre saga réalise un formidable démarrage avec plus de 800 millions de dollars. Il s'agit du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. À la troisième place, une production originale du studio Pixar devient un classique instantané. Monstres et compagnie de Pete Docter reflète l'inventivité d'un studio n'hésitant pas à se lancer dans des projets complexes. À Monstropolis, des créatures en tout genre alimentent l'énergie de la ville en effrayant de jeunes enfants pendant leur sommeil.
tout dérape lorsqu'une toute petite fille pénètre par inadvertance dans la métropole et sème la zizanie parmi les monstres. Dans cette production du studio Pixar, la peur devient l'objet d'une bonne dose de rire agrémentée d'un zeste de tendresse. D'une originalité sans pareille, le film interroge le passage de l'innocence à la maturité. Si chaque enfant se trouve confronté dès son plus jeune âge à la peur, le rire exerce une vertu cathartique contribuant à l'apaisement psychologique. L'animation représente un terrain d'étude des émotions humaines et ces dernières incarnent le ressort scénaristique principal de l'œuvre. L'abstraction prend une forme concrète à travers une porte qui s'ouvre sur le monde du cœur. L'année 2002 poursuit la trajectoire entamée avec l'année précédente. En première position, Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, réussit un meilleur score au box-office que le premier volet. En seconde place, Harry Potter et la Chambre des Secrets s'imposent comme une valeur sûre auprès du public. Et Spider-Man de Sam Raimi conclut le podium avec plus de 800 millions de dollars récoltés. Une réussite aussi bien commerciale qu'artistique. Un film remporte la Palme d'Or, le César du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur. Le pianiste de Roman Polanski relate le vécu du cinéaste à l'intérieur du ghetto de Varsovie. En octobre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Un célèbre pianiste juif se retrouve enfermé dans le ghetto de Varsovie. Le film le plus personnel de son auteur. Derrière le biopic sur Władysław Szpilman se dissimule une autobiographie de la jeunesse passée dans le ghetto de Roman Polanski. Une mise en scène réaliste refusant toute esthétisation de la violence. Avec une grande sobriété, le cinéaste raconte la douleur de toute une population opprimée. Quelques notes de piano suffisent à exprimer l'horreur de la situation vécue. Le cinéaste dévoile un quotidien où la mort côtoie les rumeurs, les vols et les humiliations publiques. Des familles se retrouvent tandis que d'autres se déchirent. Dans une scène bouleversante, le pianiste réussit, autour de la musique classique, à souder un juif et un soldat allemand. Prouesse majeure que celle de révéler la dimension humaine de celui qui, bien souvent, fut représenté à l'écran uniquement sous la forme d'un monstre. En 2003, un pirate du nom de Jack Sparrow devient une icône instantanée. Pirate des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl remet au goût du jour le cinéma d'aventure et s'impose à la 4e place du box-office avec plus de 600 millions de dollars récoltés. En 3e position, Matrix Reloaded confirme le succès du premier opus. À la 2e place, le poisson Nemo représente le nouveau triomphe du studio Pixar. Le monde de Nemo rapporte plus de 800 millions de dollars au box-office mondial. Toutefois, un film dépasse le milliard. Incontestablement, Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi de Peter Jackson remporte un succès public et critique mérité. 11 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Dans ce troisième volet de la trilogie, les hobbits Frodon et Sam poursuivent leur périple au cœur du Mordor, afin de détruire le terrible anneau de pouvoir. Les deux héros se heurtent à une armée d'orques ainsi qu'à une créature nommée Gollum. Combinant des effets spéciaux novateurs réalisés par le studio Weta, à un sens dramaturgique peu commun, un final en forme d'apothéose. Adapté du roman éponyme de J.R.R. Tolkien, le film de Peter Jackson met en scène tant sur le champ de bataille qu'à l'intérieur de soi-même la lutte du bien contre le mal. L'anneau se montre prêt à pervertir l'esprit de tous ceux qui s'en emparent. Dans la philosophie d'Épicure, il pourrait symboliser le désir ni naturel ni nécessaire. En effet, il répond à la volonté de l'homme toujours plus puissante d'acquérir le pouvoir, la gloire et la richesse. Or, le hobbit Frodon finit par comprendre que rien ne vaut le plaisir de la contemplation de la nature verdoyante de son village natal. L'admiration des choses simples suffit parfois à contribuer au bonheur de l'homme. L'année 2004 repose sur le succès des suites de grandes franchises. Spider-Man 2 réalise un score proche du premier opus. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban approchent les 800 millions de dollars de recettes. Toutefois, Shrek 2 s'impose comme le grand vainqueur de l'année avec plus de 900 millions de dollars rapportés. Après Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo, le cinéma d'animation poursuit son ascension au box-office. À la 5e place, un film connaît un succès inattendu. Il s'agit de La Passion du Christ de Mel Gibson. L'œuvre d'une rare violence récolte plus de 600 millions de dollars à travers le monde. Mais l'année 2004, c'est aussi la seconde collaboration entre l'acteur Leonardo DiCaprio et le réalisateur Martin Scorsese. Avec Aviator, les deux hommes dressent un subtil portrait de l'Amérique.
un biopic sur la vie du milliardaire américain Howard Hughes, fondateur de la compagnie aérienne TWA et producteur de films à Hollywood. Une mise en scène fidèle au classicisme cinématographique de la période évoquée, c'est-à-dire la première partie du XXe siècle. Mégalomane et replié sur lui-même, le personnage principal, se fixant des objectifs sans limite, confond sa vie et celle de ses projets, sa folie n'a d'égal que son génie. Martin Scorsese décrit un milieu hollywoodien sans pitié, mais aussi le caractère impitoyable du business aéronautique. La vision démesurée d'un homme se heurte toujours à celle de la politique de son pays. De plus, elle représente un obstacle à ses concurrents sur le marché. Âgé de 30 ans, Leonardo DiCaprio prouve qu'il représente le comédien le plus talentueux de sa génération. Génial ou tyrannique, Howard Hughes incarne cette Amérique triomphante et ambitieuse, souhaitant occuper la première place dans tous les domaines, cinéma, aéronautique, géopolitique. Il personnifie la volonté d'une nation d'imposer sa suprématie à l'ensemble du monde. En 2005, comme l'année précédente, 2 des 3 plus gros succès commerciaux relèvent de suites de grandes franchises. À troisième place, le premier volet du Monde de Narnia réussit une belle performance, avec plus de 740 millions de dollars récoltés à travers le monde. En seconde position, Star Wars, la revanche des Sith, conclut la prélogie réalisée par George Lucas. En tête du box-office, Harry Potter poursuit sa suprématie avec La Coupe de Feu, approchant les 900 millions de dollars. Mais 2005 représente aussi l'année de sortie d'une grande fresque historique signée Ridley Scott. À voir dans sa version Director's Cut, Kingdom of Heaven dépeint avec réalisme et souffle épique une partie de l'histoire du Moyen-Âge. En 1184, un jeune forgeron français est appelé à partir en croisade en Terre Sainte pour défendre Jérusalem, détenu par les chrétiens et menacé par l'arrivée de l'armée musulmane. Une épopée de plus de 3 heures en version Director's Cut, portée par un souffle lyrique. Appuyé par une solide direction artistique, Ridley Scott narre l'affrontement de 2 civilisations, prônant la domination totale de leurs croyances sur l'ensemble de la planète. Au royaume des cieux, Kingdom of Heaven, un dieu livre une bataille millénaire contre un autre dieu au nom de la paix et de l'amour de son prochain. Curieux paradoxe que ne manque pas de souligner le personnage de Balian, comprenant les points communs entre les 2 religions monothéistes. De plus, celui-ci se lie d'amitié avec des musulmans et se donne pour mission de protéger à l'intérieur de l'enceinte les faibles de toute confession. En défendant chaque citoyen de la ville, Balian tente de créer une nouvelle Jérusalem terrestre à l'image de Dieu. Malheureusement, l'utopie d'un homme se heurte à la dure réalité de l'histoire en marche et à la répétition éternelle des croisades. En 2006, James Bond revient sur grand écran sous les traits de Daniel Craig dans Casino Royale. Ben Stiller tourne dans le film à succès La Nuit au musée. Et L'Âge de glace 2 termine à la 3e place du box-office mondial. La Dan Brown mania s'empare des spectateurs, se ruant massivement en salle pour suivre l'enquête du Da Vinci Code. Mélange de polar sur fond historique, le film de Ron Howard engrange plus de 760 millions de dollars de recettes. Sans oublier la reconnaissance aux Oscars de Martin Scorsese avec Les Infiltrés. Toutefois, le pirate Jack Sparrow dépasse le milliard de dollars avec Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. L'année 2006, c'est aussi un Oscar du meilleur film étranger pour un film allemand, méritant d'être découvert ou redécouvert. Avec La vie des autres, le cinéaste Florian Henkel von Donnersmarck analyse la fracture opposant l'Allemagne de l'Est, sous contrôle russe, à l'Allemagne de l'Ouest sous influence américaine, au temps de la guerre froide. Une œuvre historique, non sans écho avec l'actualité. 1984. En Allemagne de l'Est, un espion de la Stasi reçoit pour mission d'écouter les échanges entre un dramaturge, soupçonné de collaboration avec l'ennemi de l'Ouest, et son entourage. Progressivement, le membre du service de contre-espionnage de la RDA se laisse convaincre par l'argumentaire politique de l'adversaire. Formidablement interprété par Ulrich Mu, le froid et sans émotion Whistler s'humanise peu à peu au point de douter de ses propres convictions. La vie des autres compte les derniers soubresauts de la guerre froide avant la chute du mur de Berlin. Le réalisateur dévoile les mécanismes de surveillance généralisée de la population, mais aussi le fonctionnement de la police de la pensée. Le moindre fait, geste ou propos peut devenir le prétexte à une mise sur écoute, un interrogatoire musclé ou un emprisonnement préventif. La grande force du long métrage réside dans son personnage principal, pilier du système se retournant contre lui.
Dans un environnement gris et déshumanisé, la compassion jaillit à travers un même sentiment de solitude et la lecture des grands écrivains. En 2007, le pirate Jack Sparrow conserve son trône dans Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Harry Potter arrive à la seconde place avec l'Ordre du Phénix. Quant à Peter Parker, il continue de tisser sa toile dans Spider-Man 3. Belle réussite au box-office pour le film d'animation des studios Pixar Ratatouille. Plus de 600 millions de dollars rapportés et sixième plus gros succès en salle de l'année. Notons aussi la performance de Je suis une légende, avec un Will Smith solitaire mais appuyé par de nombreux spectateurs. Soulignons de même la 10e position de 300 de Zack Snyder, film historique avec une approche graphique singulière. Si l'année 2007 voit No Country for Old Men des frères Cohen remporter l'Oscar du meilleur film, un autre sérieux prétendant ne démérite pas. D'ailleurs, son interprète principal, Daniel Day-Lewis, gagne le prix du meilleur acteur. Un sombre portrait de l'Amérique par Paul Thomas Anderson. Il va y avoir du sang. There will be blood. Au début du XXe siècle, un prospecteur pétrolier signe un contrat pour exploiter les terres appartenant à une modeste famille de chrétiens pratiquants. À travers ce récit, le cinéaste dresse un sombre portrait de la naissance de l'Amérique. La découverte de l'or noir devient l'objet de la collaboration entre un modèle capitaliste sauvage, sans scrupules, et la foi religieuse. Le cynique Daniel Plainview, incarné par un Daniel Day-Lewis habité, profite sans vergogne de la faiblesse du prêtre Ellis Sunday, interprété avec intensité par Paul Dano. Pour autant, ce dernier accepte le pacte avec le diable, y trouve son intérêt et n'hésite pas à se renier. Derrière l'appétence pour la richesse financière, le paradis chrétien sommeille un profond nihilisme. Afin de faire fructifier sa petite boutique personnelle, chaque personnage se montre prêt à instrumentaliser l'espérance de la population. Dans une société où tout s'achète et tout se vend, un matérialisme sans âme triomphe de toute forme de spiritualité et s'impose comme la nouvelle religion. L'année 2008 marque le retour en fanfare d'Indiana Jones dans le royaume du crâne de cristal. Le quatrième volet de la saga réalisé par Steven Spielberg rapporte près de 800 millions de dollars au box-office mondial. À la troisième place, Kung Fu Panda cartonne, tandis que le robot Wall-E réussit à se hisser à la neuvième place avec plus de 500 millions de dollars de recettes. 2008, c'est aussi l'année de la victoire aux Oscars de Slumdog Millionnaire de Danny Boyle. Pourtant, le plus gros succès de l'année n'a pas été nommé à l'Oscar suprême. Derrière la figure du Chevalier Noir, le film de Christopher Nolan étudie avec justesse le traumatisme de l'Amérique post-11 septembre. L'affiche elle-même représente Batman au pied d'une tour en feu. Tout un symbole. Place donc à The Dark Knight. Un braqueur de banque, le redoutable Joker, sème le chaos dans la ville de Gotham. Batman se donne pour mission de l'empêcher de nuire. Le genre du film de super-héros trouve enfin sa pleine maturité. Sombre, désespéré et réaliste, The Dark Knight propose des scènes d'action tournées en IMAX, inspirées de Hit de Michael Mann. Christopher Nolan choisit de s'éloigner de l'univers graphique de la bande dessinée pour composer une tragédie antique. Le ton de l'œuvre reflète la mentalité d'un pays, les États-Unis, en proie au traumatisme du 11 septembre 2001. Chaque personnage, pensé et scénarisé avec nuance et complexité, possède sa part d'ombre et de lumière. Batman repousse ses limites et s'engage dans la voie empruntée par le Joker pour l'arrêter. Le gentil procureur Harvey Dent devient le méchant pile ou face. Quant au Joker, ses actions semblent guidées par une pensée politique anarchiste. Dans le rôle de ce dernier, Heath Ledger s'impose comme l'un des atouts majeurs du long métrage. L'année 2009 représente indéniablement un tournant dans la décennie. Le film Avatar devient le plus rentable de l'histoire du cinéma avec plus de 2,7 milliards de dollars. L'œuvre de James Cameron révolutionne le monde des effets spéciaux en créant intégralement un univers en numérique. Avatar attire plus de 14 millions de spectateurs en France et supplante très largement le second au box-office, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Si la dernière aventure du célèbre sorcier à lunettes engrange plus de 900 millions de dollars, le résultat fait pâle figure à côté de l'événement Avatar. En troisième position, L'Âge de Glace 3, Le Temps des Dinosaures complète le podium. Notons de même la sixième place du film d'animation Là-haut du studio Pixar. Toutefois, un film espagnol remporte 7 Goya et met en scène une jeune philosophe interprétée par l'actrice américaine Rachel Weisz.
une œuvre méconnue qui mérite pourtant que l'on s'y attarde. Réalisé par Alejandro Amenábar, Agora dépeint l'Antiquité avec un regard contemporain et soumet des questions encore d'actualité. Dans l'Antiquité égyptienne du IVe siècle, sous domination romaine, une jeune philosophe et mathématicienne, Hypatie d'Alexandrie, défend les connaissances de sa bibliothèque face à la révolte des insurgés chrétiens. Magnifiée par de beaux décors reconstitués ainsi que des costumes particulièrement soignés, Agora propose une réflexion sur le rapport complexe entre la science et la religion. En toile de fond d'une histoire d'amour contrariée, le film du réalisateur hispano-chilien interroge le goût des hommes pour la guerre au nom de doctrines pacifiques. Face à l'obscurantisme religieux, Hypatie se donne pour mission de préserver les manuscrits philosophiques majeurs. L'affrontement oppose les partisans du tout temporel aux défenseurs du tout spirituel. Une question se pose, l'homme doit-il obéir aveuglément à un dogme ou existe-t-il un libre arbitre? De la décennie 2000-2009, nous pouvons retenir plusieurs éléments essentiels dans l'industrie cinématographique hollywoodienne. Le renouveau du film de super-héros, le succès public et critique des films d'animation Pixar, l'impact de sagas comme Harry Potter, Pirates des Caraïbes ou encore Le Seigneur des Anneaux, et une nouvelle vague de films historiques lancés par Gladiator en 2000. Nous pouvons citer 3 en 2004, Kingdom of Heaven en 2005 ou 300 en 2007. La décennie se termine avec le succès majeur d'Avatar en 2009, faisant entrer l'industrie dans une nouvelle ère où les trucages numériques et les fonds bleus deviennent la norme du système. N'oublions tout de même pas non plus le sacre aux Oscars de grands auteurs. Clint Eastwood en 2004 avec Million Dollar Baby, Martin Scorsese en 2006 avec Les Infiltrés, ou encore les frères Cohen en 2007 avec No Country for All Men. La liste présentée dans cette vidéo relève d'un choix subjectif. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos 10 films préférés de la décennie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.